Truc halal, racisme anti-blanc, prière de rue, ils sont de toutes les polémiques et les empoisonnent. Eux, ce sont les identitaires. Une galaxie de groupes radicales à droite du Front National, persuadés que l'identité blanche est menacée, mais tiraillés entre plusieurs obsessions. On va vous aider à mieux cerner. Tous les enragés de l'identité ne se ressemblent pas. Il y a d'abord les nationalistes radicaux, comme Troisième Voie, ou Jeunesse nationaliste. Des groupuscules assez caricaturaux, nostalgiques du maréchal Pétain, voire du nazisme. Ils veulent nous voler notre pays! Aujourd'hui, l'anarchie, le malordre, nouveau! Aujourd'hui, l'anarchie, le malordre! Et puis, il y a plus sérieux. Le bloc identitaire, qui profite du vrai malaise créé par l'islam radical pour remettre à la mode une vision de l'identité française franchement xénophobe. Les démonstrations quotidiennes, hebdomadaires, les musulmans sont plus insouples pour nous. Pour décoder ces groupes, j'ai pris rendez-vous avec l'un des plus fins connaisseurs de l'extrême droite et de toutes ses chapelles, le politologue Jean-Yves Camus. Jean-Yves Camus, bonjour. Bonjour. Quelle est cette notion d'identité commune à ces différents groupes? La notion d'identité commune à ces différents groupes, c'est la croyance dans le fait que, au-delà du nationalisme français, il y a le nationalisme européen, et qu'être européen, c'est être dépositaire non seulement d'une culture, mais d'une identité biologique. C'est penser que ces identités sont irréductibles, et que donc la coexistence sur un même sol de plusieurs ethnies, dont certaines ne sont pas de souche européenne, d'une part n'est pas souhaitable et d'autre part est impossible. À travers le mot identitaire, on désigne des groupes très différents. Est-ce que vous pouvez nous présenter la galaxie de ces différents groupes avec leurs grandes obsessions prioritaires? Alors, elle est très éclatée, la galaxie identitaire. Il y a bien évidemment le bloc identitaire qui est celui dont on parle le plus médiatiquement. Il y a évidemment aussi Terre et Peuple de Pierre Vial, dont le slogan est directement dérivé du le sang et le sol qu'une certaine tendance du national-socialisme privilégiait. Leur vision du monde, c'est l'inégalité des races. C'est une vision ethniste, tout à fait. Pour faire court, ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun chez soi sur son propre sol. Un sol, une et une seule culture, pas de métissage, pas de mélange, pas de compatibilité des projets civilisationnels. On va essayer de se familiariser un peu justement avec ces groupes-là, Terre et Peuple, Jeunesse nationaliste, qui sont sans doute les plus caricaturaux des identitaires, ceux qui manifestent une semaine après le Front National sous la figure et la houlette de la statue de Jeanne d'Arc. Bienvenue chez les nationalistes radicaux. Les groupuscules qui vénèrent Jeanne d'Arc mais ne défilent pas le 1er mai avec le Front National, jugé trop tiède. On les reconnaît à leur passion pour la croix celtique, des tatouages qui en disent long et un discours très ambigu contre la mondialisation. Dans toute l'Europe, le mondialisme... L'homme qui parle très fort à la tribune, c'est le leader de Troisième Voie, En Grèce, Serge Ayoub. les chefs d'État ont été remplacés sans autre forme de procès par de simples employés de Si vous banque. fermiez les yeux, vous pourriez croire à un discours d'extrême gauche. Pourtant, c'est mieux de garder les yeux bien ouverts. Et maintenant, ils veulent nous voler notre pays. Car le surnom de Serge Ayoub, c'est Batskin. Et Batskin, c'est l'ancien chef des skinheads de Paris. L'homme qui a certainement à son compteur le plus grand nombre de rixes et de ratonnades. Quand ils ne chantent pas pour la gloire, les amis de Troisième Voie se retrouvent autour d'une bière au local, le bar parisien de Batskin. La déco est un peu particulière. Des livres sur l'immigration, l'Europe et la Grande Russie. On produit aussi notre cola, sans cola. Au fond du bar, il y a aussi une fresque assez étonnante.
Elle figure assez bien la révolution rêvée par ces ultranationalistes. Sur la droite, on aperçoit Batskin, avec des ailes d'ange, en train de terrasser un dragon. Bernard-Henri Lévy. Les flammes rugissantes symbolisent l'enfer où finiront les bêtes noires de l'extrême droite. Emmanuelle Béard, la défenseuse des sans-papiers, est sur le point de se faire violer. Yannick Noah, lui, reçoit un coup de hache. La tête d'Olivier Besancenot se balance en haut d'une pique, tandis que le baron Ernest-Antoine Sellière se fait dépecer. Quant à Simone Veil, elle rôtit en enfer pour avoir fait voter la loi autorisant l'IVG. Et ce n'est pas tout. Dans ce drôle de bar, il n'est pas rare que l'on vous convie à des soirées par de drôles de tracts. Comme celui-ci, annonçant l'ouverture du local par la bouche d'un certain Adolf Hitler. Retour à la manifestation en l'honneur de Jeanne d'Arc. Vous allez voir que les clins d'œil au nazisme ne sont pas l'apanage des amis de Batskin. L'homme qui lui a succédé à la tribune s'appelle Pierre Vial. Et lui aussi rêve d'une révolution nationale et socialiste. Mes camarades, nous combattons pour un ordre nouveau, qui sera un ordre nationaliste et social. Pierre Vial, c'est un peu la référence de tous les militants identitaires. Il a fondé un mouvement nommé Terre et Peuple, passionné par la race et les Gaulois. Une vision radicale de l'identité qu'il a pu défendre en tant que conseiller municipal et régional en Rhône-Alpes, grâce au Front National, où il a milité jusqu'à la scission avec Bruno Maigret, à la fin des années 90. Aujourd'hui, son modèle serait plutôt le parti néo-nazi grec de l'Aube dorée. Aujourd'hui, sur l'Europe se lève une aube dorée. Glaçant, quand on sait qu'un vent de xénophobie souffle effectivement sur la Grèce, où l'Aube dorée multiplie les actions coup de poing contre les immigrés, tout en ayant réussi à faire élire plusieurs députés au Parlement, dont son leader, ouvertement xénophobe. Vouloir mettre fin au laxisme de la police. Tous les immigrants illégaux dehors, hors de mon pays, hors de mon foyer. Ça commençait à m'angoisser, ce contexte digne des années 30. Entre la crise économique et la crise du vivre ensemble, tout semblait se conjurer pour ranimer les fantômes de l'histoire, y compris auprès des jeunes. Voici les jeunesses nationalistes, un tout nouveau groupe qui lui aussi défile en l'honneur de Jeanne d'Arc et revendique un ordre nouveau, qui rappelle de vieux démons. Aujourd'hui, l'anarchie, demain l'ordre nouveau. Aujourd'hui, l'anarchie, demain l'ordre nouveau. Plusieurs de ces militants sont impliqués dans les violences ayant éclaté en marge d'une manifestation organisée par Civitas contre le mariage pour tous. Deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants des terreaux. Ce jour-là, les féministes au sein nu du mouvement Femen, venus contre-manifester, ont purement et simplement été tabassés. Plusieurs de leurs agresseurs appartenaient aux jeunesses nationalistes. Ils ont même scandé le nom du groupe, juste après l'agression, pour mieux la revendiquer. Et voici leur leader, Alexandre Gabriac et Yvan Benedetti, filmés lors d'une conférence de presse donnée quelques semaines plus tôt. À l'heure où le chômage explose, à l'heure où la pauvreté touche de plus en plus de nos compatriotes, la seule réponse du gouvernement serait le droit de vote aux étrangers, l'accession des Roms au monde du travail et le mariage homosexuel avec possibilité d'adoption. Le gouvernement confirme en cela qu'il est le représentant de la subversion et le parti de l'étranger. Cette rhétorique n'a rien de surprenant dans ses murs.
Les deux leaders de jeunesse nationaliste ont convoqué la presse dans le local d'une vieille organisation d'extrême droite, à laquelle ils appartiennent tous deux, l'Œuvre française. Fondée en 1968, cette organisation ne cache ni sa passion pour la croix celtique, ni sa nostalgie pour la France du maréchal Pétain. Yvan Benedetti en est le tout nouveau président. Il a dirigé la campagne de Bruno Gollnisch contre Marine Le Pen avant d'être exclu du Front National pour des propos antisémites. Son poulain, Alexandre Gabriac, a lui aussi été exclu du Front National, après avoir été conseiller régional en Isère et porté les couleurs de Marine Le Pen aux élections cantonales. On lui reproche 2 photos plutôt compromettantes. Il y avait une photo où j'avais le visage masqué, etc., qui était un photomontage. Aucune institution policière n'est capable de vous dire que c'est une vraie photographie. Alexandre Gabriac ne dit rien de cette seconde photo, sur laquelle il fait le salut fasciste, signe de ralliement à l'Œuvre française. Il faut dire que l'organisation assume ses références et son antisémitisme. Qui c'est qu'on voit derrière vous là? C'est Karl Marx? C'est qui? Non, c'est Drummond. D'accord. Édouard Drummond. Édouard Drummond, c'est ça. Très bien. Édouard Drummond n'est pas n'importe qui. C'est l'auteur du plus célèbre pamphlet antisémite de la fin du 19e siècle, La France juive. Il y a quelque chose de troublant à voir son portrait au mur d'une association en 2012. Et ce n'est pas parce que cette organisation est issue d'une vieille tradition d'extrême droite qu'elle ne s'est pas enfourchée des combats plus à la mode. Comme ici devant Notre-Dame, à Paris. Ce jour-là, les troupes de l'Œuvre française et de jeunesse nationaliste ont décidé de manifester contre le racisme anti-blanc et ce qu'ils appellent l'islamo-racaille. Nous en avons assez que nos filles soient la proie d'énergumènes dans les banlieues. Chez nous ici. Qu'est-ce que c'est nous? L'homme qui harangue la foule aux côtés d'Yvan Benedetti s'appelle Hervé Ryssen, un militant bien connu de l'extrême droite, auteur de pamphlets sur la mafia juive et le racisme anti-blanc. Si la police est si pressante, c'est que cette manifestation a été interdite en raison de possibles troubles à l'ordre public. Un interdit que ces militants ont décidé de braver. Le respect des lois de la République n'est pas dans la tradition de ces nostalgiques des manifestations du 6 février 1934. Une journée mémorable, au cours de laquelle les ligues fascistes ont tenté de marcher vers l'Assemblée nationale pour renverser la République. En guise de clin d'œil, c'est un 6 février qu'Yvan Benedetti a pris la succession du fondateur de l'Œuvre française, Pierre Sidos. J'ai pris sa succession en février de cette année. 6 février, pour nous c'est important le 6 février. Et voici ces troupes, en train de rejouer ce folklore devant Notre-Dame. Français, fiers d'être français, maître chez nous, en avant la victoire, en avant la victoire. Jean-Yves Camus, on vient de voir des groupes qui sont peut-être les plus folkloriques, donc de la tendance des identitaires. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, ceux-là on sait d'où ils viennent, on sait où est-ce qu'ils veulent aller. L'avantage effectivement avec l'Œuvre française et les jeunesses nationalistes, c'est que c'est tout drapeau dehors et vent debout. C'est-à-dire que de toute façon, quand on leur demande d'expliciter leur projet idéologique, ils expliquent qu'ils sont les continuateurs du francisme et du maréchal Pétain. Donc y compris sur l'antisémitisme devenu antisionisme, tout est clair. Avec eux, tout est clair. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ceux qui sont peut-être plus difficiles à repérer ou à décoder. En l'occurrence, je pense là à la mouvance identitaire qui s'est beaucoup fait connaître par des opérations liées à la question de l'islam, les quick halal, les prières de rue. Est-ce que là, pour le coup, on n'est pas devant un mouvement qui a beaucoup plus de chances d'avoir de l'influence sur le débat public? La rhétorique du bloc identitaire a effectivement des chances d'être entendue par une partie
plus large de la population et des électeurs, parce que l'actualité est là, parce qu'une partie de la classe politique à droite, notamment, a pris aussi l'habitude de s'exprimer sur ces sujets-là d'une manière davantage décomplexée. Et puis tout simplement qu'il y a un réel problème, notamment en cette année 2012, avec l'action des islamistes radicaux, et que le vivre ensemble est effectivement quelque chose de difficile à faire vivre, que le multiculturalisme n'est pas une évidence, et qu'il y a des deux côtés de la barrière des gens qui font tout pour le torpiller. Alors oui, ça résonne davantage que dans les années 90, bien sûr. C'est pourtant vrai que les extrémistes semblent se donner le mot pour torpiller le vivre ensemble. À force de semer la peur, les enragés de l'islamisme ont fini par renforcer le camp d'autres enragés, identitaires, blancs et xénophobes. Vous avez peut-être découvert leur existence à Poitiers, en octobre dernier. Ce jour-là, 70 membres de Génération Identitaire sont montés sur le toit d'une mosquée en construction pour scander. Sur leur banderole, un chiffre évocateur, 732, l'année où Charles Martel arrêta la conquête arabe à Poitiers. Et ce n'était pas un coup d'essai. Depuis quelques années, dans plusieurs régions de France, les jeunes identitaires mènent des actions coup de poing pour faire parler d'eux. Comme ici à Toulouse et à Montpellier, où ils vont vider le rayon halal pour le remplacer par des produits à base de porc. À Cannes, ils ont décidé de rapper pour soutenir l'expulsion des sans-papiers. En novembre 2012, tous ces groupes régionaux se sont regroupés sous un même cri et une seule bannière, un symbole grec. Le lambda, c'est le bouclier des Spartiates que vous voyez vous trouvez dans le film 300, parce que les Spartiates se sont unis face aux Perses et ont fait preuve de courage. Génération Identitaire est un mouvement de jeunes qui se dit indépendant. Mais il a quand même un grand frère. Le Bloc Identitaire, dont on fête ici les 10 ans, à Orange. Ce rassemblement serait sans doute resté bien plus confidentiel sans leur coup d'éclat de Poitiers. On arrive ici, sur tout l'espace, de jeunes militants de Génération Identitaire sont montés sur le toit d'un chantier, mais manifestement ce n'était pas exactement le bon chantier, et ils ont, grâce à cet acte, posé la question de l'islamisation de la France, qui est une question qui concerne aujourd'hui beaucoup de Français. L'homme qui fait la visite s'appelle Philippe Vardon. C'est l'un des fondateurs du Bloc. Et il n'est pas peu fier. Car pour la première fois, son mouvement accueille très officiellement un député français. Christian Van Est, toujours membre de l'UMP malgré des propos controversés sur les homosexuels ou la colonisation. Moi, vous savez, quand je vais dans les mosquées, je suis toujours très bien reçu. Quand ils m'offrent un méchoui, des brochettes, etc., je veux dire, bon, ils sont très hospitaliers. Voilà. Alors maintenant que des gens disent, mais attendez, ces moutons qu'on égorge quand même, c'est pas dans notre culture, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. L'homme qui pose un peu gêné devant les journalistes, c'est Fabrice Robert, ancien conseiller du Front National à La Courneuve et véritable organisateur du Bloc Identitaire. Il est un peu tendu, car cette journée marque une étape importante pour son mouvement. Se passer d'un mouvement qui n'existait pas, hein, un petit groupe assez confidentiel, à un mouvement qui aujourd'hui existe au niveau national. Pour moi, le bilan est remarquable parce que nous avons fait le plus gros, nous avons créé une véritable marque. C'est pourtant vrai que le Bloc Identitaire vient de loin, de très loin même. Avant de présenter aussi bien, Fabrice Robert et les principaux animateurs du Bloc ont fait leur classe au sein d'un groupe particulièrement extrémiste des années 90, Unité Radicale. Un mouvement ultranationaliste, xénophobe, pro-palestinien et antisémite. Des obsessions parfois mises en musique.
Une balle pour les sionistes. Une balle pour les cosmopolites. Une balle pour les Yankees. Une balle pour les lobbies. Une balle. C'est le tube interdit depuis d'un groupe de rock identitaire Fraction Hexagone. À la basse et à la tête de ce label, on retrouve un certain Fabrice Robert qui assume son passé. Mon parcours dans les rangs nationalistes a été pour moi très formateur. C'est une période un peu peut-être chaotique parce que c'est une période aussi où je me suis rapproché de ce qu'on appelait les rebelles blancs. Hein. Ce sont des bandes qui se développaient un peu partout en France à l'époque. Des skinheads Parce que moi je préfère le terme de rebelles blancs. L'expression en dit long. Sur une vision ethnique qui servira de fil directeur à Unité Radicale jusqu'à sa dissolution en 2002. Souvenez-vous. Jacques Chirac vient d'échapper à un attentat. Le militant d'extrême Le droite 14 juillet, Maxime Brunery, un jeune nationaliste révolutionnaire, tente d'assassiner Jacques Chirac. Unité Radicale, où il a brièvement milité, est dissoute. L'organisation se désolidarise de son geste, mais salue tout de même son camarade. Et Fabrice Robert promet vite une relève. Nous allons bien sûr créer une nouvelle structure qui sera légale, déclarée. Donc le mouvement n'est pas mort? Pas du tout. Nous avons nos réseaux, nos contacts, nos responsables. Donc dans quelques semaines, un nouveau mouvement va réapparaître. La suite, ce sera les jeunesses identitaires. Un mouvement turbulent, mêlé à des actes de violence. Le groupe génère même un nouvel apprenti terroriste. Florian Schekler, membre du bloc identitaire, projetait de se transformer en bombe humaine. Il voulait se tuer à l'intérieur d'une mosquée parisienne. Ces nouveaux avertissements et le contexte de l'après 11 septembre annoncent un tournant stratégique. L'heure est venue de sortir de l'impasse groupusculaire pour bâtir un mouvement à la fois plus présentable et plus efficace. Le bloc identitaire qui se pose en défenseur de l'identité régionale, nationale et européenne. Et son message passe mieux, grâce à la dénonciation d'un nouveau péril, l'islam. Ce n'est pas pour rien si le bloc a pour logo un sanglier. Un signe de ralliement qui lui sert à trier les vrais Français, ceux qui mangent du porc, des autres. Grâce à des actions comme la soupe aux cochons. Une recette à base de porc censée dissuader certains SDF. Vous êtes musulman, vous n'êtes pas obligé justement de venir manger notre soupe aux cochons. Je veux dire, vous voyez, faut pas exagérer. On n'affame personne. Hein. Ils peuvent très bien aller manger partout ailleurs. Monsieur n'a pas été servi. Mais le bloc identitaire n'est pas le seul à trier selon les goûts et les croyances. En 2010, Quick annonce que certains de ses restaurants ne serviront plus que du halal. Une aubaine pour les militants du bloc qui investissent les lieux affublés de masques de cochons. Mais le véritable festin arrive en 2011, sous la forme d'un apéro saucisson pinard, organisé à Paris le 18 juin. Il est censé dénoncer un vrai problème. Les prières de rue qui ont perduré près de 17 ans, rue Mira à Paris. Sauf que cet apéritif, largement inspiré par le bloc identitaire, a une autre motivation. Lancer un appel contre les ennemis de nos produits charcutiers, ce qui ne désigne pas seulement les prières de rue, mais les musulmans ne mangeant pas de porc. Les démonstrations quotidiennes, hebdomadaires, les musulmans sont une insulte pour nous. Nous sommes dans la rue parce que cette rue c'est notre rue. Cette ville c'est notre ville. Ce pays c'est notre pays. Et nous ne laisserons jamais les autres. Bien que controversée, l'initiative a rencontré un certain écho médiatique et permis aux identitaires de gagner de nouveaux alliés. Des militants issus de la gauche laïque, Pierre Cassène et Christine Tazan. Nous attendons donc que la charia fasse disparaître exactement tous les éléments, tous les textes qui sont contradictoires avec la République française.
Christine Tazin est enseignante. Quant à Pierre Cassin, c'est un ancien ouvrier du livre qui a milité à la CGT. Ensemble, ils animent un site qui rencontre un certain succès, Riposte laïque, et sa branche militante, Résistance républicaine. Pour justifier le rapprochement avec l'extrême droite, Pierre Cassin et Christine Tazin accusent une certaine gauche d'angélisme vis-à-vis de l'islamisme. Je n'entends pas cette gauche face aux agressions islamistes contre la laïcité. Je ne l'entends pas quand Manuel Valls va inaugurer en tant que ministre de la République une mosquée à Strasbourg. Pierre Cassin a l'oreille bien sélective. Car si le ministre de l'Intérieur, chargé des relations avec les cultes, inaugure des mosquées comme sa fonction l'y invite, voici le discours qu'il y tient. Je n'hésiterai pas à faire expulser ceux qui se réclament de l'islam et représentent une menace grave pour l'ordre public et qui, étrangers dans notre pays, ne respectent pas nos lois et nos valeurs. Je n'accepterai pas les comportements, des salafistes et autres groupes qui défient la République. Ça n'est pas cela, l'islam de France. Contrairement à ce que voudrait nous faire croire l'extrême droite, la gauche laïque et vigilante, ça existe. Et Pierre Cassin la connaît, puisqu'il a milité un temps à l'Union des familles laïques, une association de gauche qui a mené la bataille pour une loi interdisant les signes religieux à l'école publique, dont le voile, sans pour autant accepter la moindre dérive anti-islam. J'ai rendez-vous avec l'ancien président de cette association, Bernard Tepper. Bernard Tepper, Riposte laïque justifie son rapprochement avec l'extrême droite par le fait que la gauche, l'ensemble de la gauche, serait absolument angélique vis-à-vis du danger de l'islamisme. Vous en pensez quoi? Mais moi je pense qu'il n'y a pas de danger spécifique de l'islamisme. Il y a donc un danger spécifique de l'intégrisme religieux, dont bien sûr l'islamisme fait partie. Mais c'est l'ensemble des intégrismes qui doit être combattu par le principe de laïcité, et ce n'est pas l'un des intégrismes en s'alliant avec d'autres. Pour vous, Riposte laïque est plus sur le chemin de la xénophobie que de la laïcité? Oui, bien sûr. Ce sont des gens qui ne s'intéressent pas à la laïcité. Ce sont des gens qui font le virage doriotiste, comme Jacques Doriot dans les années 30, de l'extrême gauche vers l'extrême droite. Ils utilisent en fait le principe de laïcité pour en faire une arme contre une partie de la population, c'est-à-dire contre un bouc émissaire. Hier c'était les juifs, aujourd'hui c'est les musulmans. Bon, ça c'est inadmissible, nous ne pouvons pas accepter cela. Bernard Tepper ne s'en est pas tenu au mot. Il a exclu les militants de Riposte laïque qui pratiquaient l'amalgame entre islam et intégrisme. Hier à gauche, les voilà donc désormais assis sur les bancs de l'extrême droite, à la convention du bloc identitaire. Une fois à la tribune, ils vont plaider pour un rassemblement contre l'islamisme, appelé Front des Patriotes. Moi je crois au Front des Patriotes. Je ne crois pas à une division des laïcs et des catholiques. C'est le Front des Patriotes, tous unis contre le fascisme islamiste. Une union sacrée donc, où il n'est même plus question de lutter seulement contre l'islam, mais carrément de refuser les immigrés musulmans. On assiste actuellement à un remplacement de population qui ne dit pas son nom. Il faut quand même arrêter de parler de 4 à 5 millions de musulmans. Ça fait quand même 20 ans qu'on parle de ça. Aujourd'hui, la réalité est plutôt à 8 millions. Ce chiffre de 8 et parfois 10 millions de musulmans en France, je l'ai entendu aussi bien dans la bouche des islamistes que des racistes. À croire qu'ils sont d'accord au moins sur un point. Mais à force d'entendre rabâcher ce chiffre, je finissais par me demander s'il n'y avait pas une part de vrai. Alors j'ai pris rendez-vous avec un politologue qui est au fait de toutes les enquêtes menées depuis 10 ans sur le nombre de musulmans en France, Vincent Tibéri. Comme chercheur, vous avez compilé à peu près toutes les études qui peuvent exister sur le nombre de musulmans en France ou ceux qui se déclarent musulmans en France depuis ces 15 dernières années. Alors, dites-nous, dans tout ce que vous avez vu passer, concrètement, ils sont 10 millions ou ils sont 5 millions
ou autre chose? Ils sont beaucoup moins. En fait, notamment depuis le milieu des années 2000, on tombe sur le même chiffre, c'est-à-dire autour de 5% des personnes interrogées dans une enquête qui vont dire qu'elles sont musulmanes. Et on les trouve à la fois dans les enquêtes électorales, dans les enquêtes comme Trajectoire et Origine qui étaient faites par l'INSEE, l'INED, etc. Donc, ce qui nous permet quelque part de nous dire que 5% d'une population adulte estimée à 50 millions, ça fait au maximum 2,5 millions de musulmans en France. Je suis sûr qu'en vous entendant, il y a des Français qui ne vont pas vous croire, parce que ça fait très longtemps qu'on entend le chiffre minimum de 5 millions de musulmans en France. Donc, il recoupe qui alors ce chiffre? Alors ce chiffre-là, en fait, part d'une espèce d'estimation qui voudrait que tous les immigrés, les descendants d'immigrés issus des pays dits musulmans sont musulmans eux-mêmes. Or, c'est se tromper dans cela, parce que on a notamment dans ces calculs-là, on va se retrouver avec des rapatriés, des pieds noirs qui ne vont jamais se considérer comme étant des musulmans, bien au contraire. On va se retrouver avec les juifs d'Algérie, du Maroc qui reviennent en France. On va également se retrouver avec des immigrés qui n'ont pas de sentiments religieux du tout. On se rend par exemple compte que dans les troisièmes générations, issues notamment de l'immigration algérienne, on tourne autour de 40% d'athées. Ce qui est plus que dans la population française globale. Alors, vous êtes en train de nous expliquer que le chiffre de 5 millions de musulmans en France, qu'on entend absolument sur toutes les radios et toutes les télévisions depuis des années, inclut des Français de culture arabe parfaitement athées, mais aussi des rapatriés d'Algérie, mais aussi des juifs. Bernard-Henri Lévy, il est compté dans les 5 millions de musulmans en France. Parce que c'est une espèce d'essentialisation de l'origine. Et alors, c'est tout le paradoxe français, où quelque part, on refuse de parler de l'origine, mais en même temps, on assigne une religion à des gens qui viennent d'un pays donné. Et c'est encore plus vrai, par exemple, pour les immigrés et descendants d'immigrés d'Afrique subsaharienne, où là, il y a une très forte proportion de catholiques ou de protestants. Eh bien, dans ce type de calcul à la louche, on va les assimiler à des musulmans, ce qui n'a strictement rien à voir. Comment se fait-il que des associations, alors qui vont effectivement des islamistes jusqu'à des associations, elles plutôt xénophobes, nous parlent de 10 millions de musulmans en France? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, c'est toujours le bon vieux principe du poids démographique. C'est-à-dire que dans le cas de l'extrême droite, ça va être l'invasion, donc ce fantasme d'une religion qui est en augmentation et qui en plus devient extrêmement forte. Si vous voulez, 10 millions, ça voudrait dire un Français sur 5, ce qui est quand même quelque chose d'assez incroyable. De la même manière, pour les associations musulmanes, c'est essayer de faire passer un message en disant regardez, nous sommes nombreux, donc nous comptons, donc il est temps de prendre en compte notre parole. Vous voulez dire que les deux ont intérêt à exagérer ce nombre? Tout à fait, puisque de toute façon c'est quelque part une légitimation soit des peurs d'un côté, soit d'une voix de l'autre. Ça faisait du bien d'être ramené à la juste proportion des choses. Le problème, c'est que ces chiffres, j'en étais sûre, ne convaincraient jamais ceux qui comptent avec leur peur. Et ce qui me faisait peur à moi, c'est qu'il y avait de plus en plus de jeunes dans ce cas-là. Pour comprendre les motivations de ceux qui rejoignent le bloc identitaire, l'un de nos journalistes s'est fait passer pour un jeune, désireux d'y militer, et il a filmé en caméra cachée. Nous sommes à Lyon, où le bloc est particulièrement implanté. Le rendez-vous a lieu dans son local, situé au cœur de la vieille ville. Notre interlocuteur est l'un des cadres du mouvement. Après une rapide prise de contact, il explique à notre infiltré ce qu'il faut entendre par identitaire. Être identitaire, c'est reconnaître premier principe et première chose à comprendre. Le principe de la triple identité, donc identité locale, nationale et civilisationnelle. Donc je suis alsacien, français et européen. Région, nation, Europe. Ce triptyque identitaire n'est pas pensé pour favoriser l'adhésion, mais le rejet. Les identitaires stratégiquement appuient un peu sur le côté de l'Europe et appuient un peu sur le côté de la région en disant, ben voilà, Mohamed il est peut-être français, mais il sera jamais alsacien, il sera jamais corse. D'accord. Donc pour nous, un extra-européen ne peut pas devenir français, alors qu'un européen peut dans l'absolu devenir français en 2-3 générations. C'est bien cette vision ethnique de l'identité, et non la laïcité, qui obsède les identitaires, même quand ils envahissent une mosquée, comme à Poitiers.
Notre recruteur lyonnais va même nous faire une confidence. Les opérations sur le thème de l'islam ne sont qu'une stratégie, essentiellement publicitaire. L'islam c'est très bien, mais tous les immigrés ne sont pas musulmans. Maintenant, il faut travailler à déplacer la question sur l'immigration, qui est en fait le principal problème. Au sens qu'il n'y a pas une islamisation de l'Europe, il n'y a pas non plus des millions de blancs qui se convertissent. Voilà, ça reste quand même un phénomène très immigré. Il y a 50 blancs qui se convertissent par semaine. Enfin, ok, mais bon, c'est pas ça qui va convertir l'Europe. Donc il n'y a pas de phénomène d'islamisation. Mais par contre, là, il y a un phénomène de substitution de population. Et notre but, c'est amener petit à petit le sujet sur la table, substitution de population, etc. Voilà qui a le mérite d'être clair. Et si le bloc est aussi clair, c'est qu'il n'a pas vocation à séduire aussi largement qu'un parti politique comme le Front National. Je comprends que Marine, si demain elle dit ouais, bah nous on est des blancs et c'est comme ça, et eux ils sont différents, bon, c'est un peu dur à suivre. Non mais voilà, si jamais ils gagnent, voilà. Donc je pense que ça viendra. Il arrive bien au bloc de présenter des candidats, comme ici Arnaud Bouillon à la dernière présidentielle. Le 21e siècle sera celui du retour au réel, du retour des identités. Une campagne orchestrée sous l'œil attentif du leader Fabrice Robert, qui n'ira pas à son terme. Ces candidatures servent essentiellement à faire connaître le mouvement identitaire et non à concurrencer le Front National. La marque Front National est tellement forte que les gens votent Front National et comme ça, il y a la place que pour un parti sur le côté électoral. Bon, par contre, il y a tout un champ métapolitique que le Front National n'explore pas, parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il ne peut pas être partout, parce que si, parce que ça. Et que la gauche 68 arde a réussi, c'est investir tout, la politique, mais tout. Donc investir le sport, la culture, les syndicats. Et ça, c'est le rôle des identitaires. Et de fait, on retrouve le bloc derrière toutes sortes d'associations officiellement non politiques. Un site vendant des produits du terroir, une association de défense du patrimoine ou encore des salles de boxe. Ces activités, en apparence anodines, servent à fédérer une communauté de garçons et de filles unis par leurs convictions politiques. Juste pour les câbles, samedi en plus. Solde. Ah ouais, le mec, il va venir ici parce que les courses sont gratuits et puis parce qu'il ne sera pas emmerdé par des boules en venant ici alors qu'il va dans la salle de boulot, ils sont emmerdés. Et puis après, peut-être que petit à petit, il aura envie de devenir militant politique parce qu'il n'y a pas que la boxe non plus dans la vie. Donc voilà. Nous avons assisté à l'un de ces fameux cours de boxe, toujours en caméra cachée. Il a lieu au local du bloc identitaire. Et il n'y a pas foule. 4 garçons qui tuent le temps en parlant des livres qu'ils essaient de lire. Non, moi je suis dehors, moi je sais même pas lire. S'il n'y a pas d'image, le dernier que j'ai lu, c'est les carnets de Turner, tu connais. Les carnets de Turner, c'est un roman américain, plébiscité par l'extrême droite. Il raconte l'histoire d'une fronde menée par des suprémacistes blancs contre le gouvernement américain, mais aussi contre les Noirs et les Juifs. Ce jour-là, à Lyon, les troupes ne font que s'échauffer. Le véritable entraînement se joue ailleurs, une fois par an, lors du camp d'été vers lequel convergent les jeunes identitaires de toutes les régions. Ils viennent pour s'entraîner physiquement, mais aussi pour se former idéologiquement. Qui a coordonné une équipe de chercheurs sur le thème de les limites à la croissance. Notre enquête en caméra cachée se poursuit à Paris, où notre infiltré a rendez-vous au sous-sol d'un restaurant de Saint-Michel pour assister à une conférence organisée par le Projet Apache. C'est le nom de la branche parisienne des jeunes identitaires. Comme il est d'usage, les nouveaux arrivés se présentent. Donc, Gabriel, j'ai 24 ans, je suis toulousain à la base et donc je suis venu à Paris pour mon stage. Parmi ces nouveaux, on trouve de jeunes blancs qui disent se sentir de plus en plus minoritaires dans certains quartiers. Il y a récemment, en fait, j'étais à la gare de Chelles avec un pote et je me suis fait agresser. Par un arabe, qui disait, j'ai eu la chance, j'ai réussi à lui décrocher une droite, donc voilà, après, moi dans ma tête, c'est plus maintenant, je suis obligé de m'autodéfendre, donc je viens pour participer à des groupes comme ça et aller sortir aux autres,
plus psychologique et me dire que je fais partie d'un groupe qui pense comme moi. L'un des leaders du projet Apache va rassurer ce nouveau venu. Il a frappé à la bonne porte. Il y a 3 raisons. Donc il y a Apache, ça vient effectivement des Amérindiens, des Indiens d'Amérique qui ont subi une colonisation de peuplement, donc colonisation européenne en l'occurrence, et qui donc sont venus déposséder de leurs droits sur leur terre, et qui quasiment exterminés, qui aujourd'hui vivent dans des réserves. On craint que c'est ce qui arrive à terme au peuple européen autochtone. C'est bien ainsi que se voient les identitaires, en peuple autochtone assiégé. Et cette peur semble gagner du terrain. À la sortie, nous apprenons que plusieurs de ces militants sont des anciens du Front National, mais aussi des déçus de la gauche et de l'UMP. Nous sommes quelques jours plus tard. Notre infiltré a rendez-vous pour une opération militante, coller des affiches contre le droit de vote des immigrés, si possible en couvrant celle du front de gauche. Entre deux affiches, l'un des militants nous confie sa fascination pour le modèle autoritaire d'un Vladimir Poutine. J'aime bien Poutine parce que c'est le meilleur président qu'il y a eu à la Russie depuis bien longtemps. Tu vois, c'est pas le genre en plus à se laisser marcher sur les pieds par les musulmans. Qui vont en tchétchénie, c'est plus drôle. Dans la voiture, la conversation glisse sur la situation politique en France. Mais même en admettant que le FN gagne, il n'y a pas un risque de guerre civile? Je pense qu'on est déjà dedans. Tu vois ce qui se passe à Marseille, je sais pas si t'as entendu parler ces derniers mois. Les règlements de compte, les habitants qui disent oh bah oui, bon, on a peur, on entend des balles siffler et tout. Ce sentiment d'être déjà en guerre, on le retrouve chez beaucoup de militants identitaires. Notre infiltré a rendez-vous quelques jours plus tard pour une action plus spectaculaire. Jean-François Copé vient de faire polémique en dénonçant dans son livre le racisme anti-blanc. Le combat contre le racisme, qui est un combat que nous devons mener de manière implacable, doit l'être sans langue de bois. Moi, j'ai toujours été très engagé contre toutes les formes de xénophobie, d'islamophobie, d'homophobie, d'antisémitisme, de racisme sous toutes ses formes. Mais je pense qu'il est un racisme dont on ne parle pas et qui est une grande souffrance pour beaucoup de nos compatriotes dont la peau est blanche et qui vivent dans des quartiers où ils se sentent en réalité presque pointés du doigt. Cette prise de position va faire du bruit et pousser les identitaires à revendiquer le copyright de l'expression racisme anti-blanc. Et je le dis avec la même force. Les voilà qui arrivent à Meaux, la ville de Jean-François Copé, où ils vont tracter pendant des heures sur le racisme anti-blanc. Au marché, dans les boîtes aux lettres, sur le pare-brise des voitures ou devant l'église, sans jamais choquer personne. Il ne reste plus qu'à revendiquer le copyright du racisme anti-blanc devant la mairie de Jean-François Copé, puis à poster la vidéo sur Internet pour espérer attirer bientôt de nouveaux adhérents. Personne ne nie qu'il existe en France des défis à relever, en termes de vivre ensemble ou de laïcité. Mais concrètement, que proposent les identitaires à part le repli ou le rejet? Il était temps d'en parler avec l'un des leaders du bloc identitaire, Philippe Vardon. Il s'est présenté plusieurs fois aux élections à Nice, où il anime un parti régionaliste, Nissa Rebella. Philippe Vardon, bonjour. Bonjour Caroline Forest. Merci d'avoir accepté le principe de cette discussion-confrontation. Quand on nous laisse la parole, on la prend. Les débats actuels, c'est la question de l'islam. Je pense que vous diriez islamisation. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment votre sujet? Ou votre sujet à vous, c'est la question de l'immigration plus généralement? Notre sujet à nous, c'est la question de l'identité. C'est-à-dire de ce qui fait qu'un peuple se différencie des autres. Nous nous battons pour la cause des peuples. C'est-à-dire ce qui fait qu'ils sont différents. Je me bats pour la cause de mon peuple, effectivement, mais aussi
pour les Tibétains, mais aussi pour les Indiens du Chiapas, nous nous battons contre un phénomène qui est celui de l'uniformisation, de la globalisation. C'est qui votre peuple? Je vous pose juste une question simple, par exemple. Est-ce qu'on peut être noir et français à vos yeux? On peut être noir et une nationalité française, ça c'est une réalité qui est historique et qui est une réalité institutionnelle. Maintenant, un peuple, pour nous, ça recoupe toute une série de réalités qui sont des traditions, une culture et aussi, bien entendu, une dimension ethnique. Il se trouve que concernant ce que vous appelez les Noirs, il y a une réalité française qui est celle à la fois des anciennes colonies, mais aussi des dom-toms, donc des Noirs français, il y en a beaucoup. Et il y en avait avant le phénomène de l'immigration massive incontrôlée. Mais la question ne se situe pas, Caroline Forest, dans ce champ-là. La question, c'est de savoir ce qu'on veut faire de ce peuple, comment on le projette. La question, c'est de savoir quel sera le visage de ce peuple. Nous ne voulons pas, effectivement, d'une France africaine. Nous ne voulons pas d'une France islamisée. Nous ne voulons pas d'une France arabisée. Vous considérez que s'il y a une modification ethnique de la France, ça n'est plus la France? Et bien entendu que si la France est peuplée en majorité, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a des projections démographiques qui existent, et puis il y a aussi ce que le Français de la rue, comme moi, comme vous, constate. Si la France devient un pays qui est peuplé en majorité de personnes d'origine africaine, maghrébine, effectivement, oui, ce ne sera plus la France. Yannick Noah, Lilian Thuram, ce ne sont pas des vrais Français à vos yeux? Ce ne sont pas des autochtones dans le sens, je veux dire, très clair du terme que vous retrouverez dans n'importe quel dictionnaire. Parlons de Yannick Noah. Quelle est l'identité de Yannick Noah? Quel modèle représente-t-il? Yannick Noah nous dit c'est formidable, je suis un métis, je représente deux identités. Moi je vois Yannick Noah qui fait de la musique africaine, qui se promène pieds nus et qui porte des dreadlocks. Je n'ai pas l'impression que ce soit le côté breton, si vous voulez, chez Yannick Noah, qui est vraiment pris le dessus. Quand on est français, on n'a pas le droit d'aimer la musique africaine? Mais bien sûr que oui, mais vous ne déplacez pas. Vous déplacez encore une fois le débat sur une question personnelle. Vous avez le droit d'aimer toute la musique africaine que vous voulez. J'adore la musique asiatique, vous voyez, c'est formidable. Mais concrètement, clairement, qui pose problème dans le fait d'aimer d'autres cultures? Non, attendez, il n'y a aucun problème avec le fait d'aimer d'autres cultures. Notre problème, c'est que des cultures disparaissent. J'aime les cultures, mais j'aime les vraies cultures. Je n'aime pas l'uniformisation. Je n'aime pas. Les vraies cultures, c'est celles qui vivent. Les vraies cultures, c'est celles qui vivent et qui survivent. Les vraies cultures, c'est celles qui ne sont pas tuées dans un magma global. Celles qui s'affirment. Et moi, de la même manière que j'aime la culture sénégalaise, mais au Sénégal, j'aimerais bien avoir le droit d'aimer la culture française en France. L'avenir de France que vous rêvez, on fait quoi concrètement quand on a un mariage mixte, par exemple? Quand un Français tombe amoureux de quelqu'un, ne vous en déplaise, de non-blanc. Caroline Forest, les réalités sont les suivantes. La société multiculturelle, c'est une société violente. Il n'y a pas de société multiculturelle à l'échelle historique qui soit des sociétés de paix. Il n'y a pas de société multiculturelle qui soit des sociétés de paix. Une société multiraciale, ça se termine en société multiraciste. Est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que vous proposez la solution qui est celle de revenir à une forme d'uniformisation ethnique et culturelle? Pour vous, c'est ça la solution? Non, j'aime bien dans votre propos, Caroline Forest, l'idée de dire de revenir. On n'est pas dans un retour en arrière, au contraire, on se projette. On se projette. Et vous jetez des gens en fait. Si vous jetez des gens, si vous voulez aller vers l'uniformisation, il faut bien jeter des gens. On donne un modèle de société. On dit que cette société, pour être heureuse, doit se fonder sur notre identité, sur nos racines, car c'est ça qui a fait ce que nous sommes, c'est-à-dire à la fois ce que nous étions et ce que nous serons. Et pour que les gens comprennent bien, c'est une option très différente du modèle républicain qui consiste à réaffirmer les valeurs communes qui font la France, où là tout le monde peut y adhérer, quelles que soient ses origines ethniques et culturelles, à partir du moment où il partage ces valeurs fondatrices de l'idéal français. Nous considérons qu'aujourd'hui, dans l'État qui est celui de la France, que nous regrettons, en appeler aux racines de l'arbre France, c'est-à-dire à ses provinces, à ses terroirs, à ses régions, est aujourd'hui un moyen de revigorer, de redonner sens à cette identité qui effectivement ne peut se définir uniquement qu'à travers la citoyenneté républicaine, qui n'est pas pour nous suffisante, tout simplement, pour définir ce qu'est la France. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut réaffirmer l'identité de ce pays, la France, l'identité de ses provinces, l'identité de cette civilisation, l'Europe, redire les choses telles qu'elles sont, en finir avec le modèle multiculturel, en finir avec la honte et la repentance. Et Caroline Forest, il se trouve qu'il y a dans ce pays un certain nombre de personnes immigrées ou d'origine immigrée qui n'aiment pas la France. Et que oui, une partie, et peut-être une large partie de ces gens-là ont vocation à retourner dans ces pays qu'ils chantent, dont ils arborent les maillots de football. Ce qui est certain, Philippe Verdon, et je pense qu'on terminera là-dessus, c'est qu'on n'assimile pas des gens que l'on rejette a priori. Il n'y a aucune chance de faire aimer le rêve français, le projet français à des gens si on part du principe que, a priori, ils ne sont pas les bienvenus et ils ne peuvent pas y adhérer. Caroline Forest, ce sont eux qui expriment le rejet de la France et de notre identité, pas nous.
Je ne sais pas qui est ce, je ne sais pas qui est ce nous, mais je sais qu'on ne sera pas d'accord là-dessus. Donc on va terminer là-dessus, Philippe Bardon. Je pense que chacun aura un peu plus compris la difficulté de vivre et de débattre ensemble. Merci Caroline Forest. Merci à vous. En terminant cette enquête, j'avais une inquiétude et une conviction. Les identitaires auraient du succès tant que la crise économique et les islamistes leur faciliteront la tâche. À moins de réapprendre tous ensemble à quel point la France peut être une belle idée quand elle croit à l'égalité et à la fraternité.